L'UX design est une discipline récente et nous commettons encore de nombreuses erreurs. Mais d'où viennent ces erreurs? Quelles sont les erreurs les plus courantes qui existent aujourd'hui? Comment éviter les pièges? Dans cette interview, France Wang va tout nous dire et nous donner ses conseils. Bienvenue dans Design Plus et bonne écoute. Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Salut France, comment vas-tu? Très bien, et toi? Hey, oui, ça va, je te remercie bien. D'abord, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditrices et auditeurs, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Déjà, merci beaucoup de m'avoir invité à ce podcast. Ça faisait longtemps que je voulais venir. Alors moi, je suis France, je suis CPO et cofondatrice de Tandems. Je suis UX designer de métier. J'ai fait mes armes dans une agence qui s'appelle BAM, où j'ai aidé à monter le pôle design avec la head of UX de l'époque. Donc j'ai mis en place les process, notamment de design system, de recherche utilisateur, du coaching, etc. Et en fait, parce que je suis convaincue que les meilleurs produits, c'est ceux qu'on fait main dans la main avec les utilisateurs, j'ai cofondé Tandems en 2019 et Tandems, on propose une plateforme de recrutement en self-service de participants à la recherche utilisateur. Ah, super, vraiment très intéressant. Et aujourd'hui, donc le sujet que nous allons aborder tous les deux, c'est les erreurs les plus communes en UX Research. Et tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi tu voulais en parler dans Design Plus, s'il te plaît. Yes. Alors du coup, en fait, la recherche utilisateur, c'est une discipline qui est encore assez récente en France. Donc c'est assez normal que les méthodes soient pas encore tout à fait intégrées. Mais en plus de ça, c'est une discipline qui est essentielle pour concevoir un produit et qui pourtant a encore besoin de faire ses preuves en entreprise. Du coup, c'est d'autant plus important qu'elle soit bien mise en place avec les bonnes méthodes et la bonne approche pour que voilà, ça puisse convaincre les personnes qu'effectivement on en a besoin. Et comme chez Tandems, je suis très proche des projets de recherche de mes clients, vu qu'on les aide à recruter leurs utilisateurs, et du coup, je réponds beaucoup à leurs questions. Je me rends compte qu'en fait, je vois un peu toujours les mêmes erreurs passer, et donc c'est un peu ça qui m'a donné envie de faire ce sujet. Ah, c'est super intéressant. Et d'après toi, d'où viennent la majorité de ces erreurs, s'il te plaît? Je dirais que c'est un peu toujours pareil. Il y a 3 grands types d'erreurs, on va dire. Il y a les erreurs dues à des mauvaises attentes vis-à-vis de la recherche. Il y a aussi des mythes qui ont la peau dure et finalement, c'est plutôt des imprécisions de méthode et des raccourcis qu'on prend pour aller un peu plus vite, mais qui derrière ont des grosses conséquences, en fait. Ah oui, effectivement. Donc toi, tu les as classés en 3 catégories et ce serait intéressant de les approfondir en commençant par la première, s'il te plaît. Ouais, alors ce que je disais, c'est la première, c'est les mauvaises attentes. Donc ces mauvaises attentes, ça peut être, de façon générale sur la recherche ou sur des méthodes en particulier. Alors sur la recherche en général, typiquement, il y a, croire que la recherche utilisateur, c'est un peu magique. Tu vas regarder des utilisateurs, avec un produit et puis magiquement, pouf, tous les problèmes d'un produit et d'un service sont dévoilés sous tes yeux. Tu rien besoin de structurer, pas de méthode, pas d'objectif, tu y vas, tu poses des questions et hop, tu as tes réponses. Et en fait, ça ne marche pas comme ça. Oui, tout à fait. Évidemment, si tu veux que ta recherche soit pertinente, en fait, il faut qu'elle réponde à un objectif, à des questions précises. Sinon, c'est comme si je donnais mettais un Google Analytics sur un site et puis je regarde des données brutes et puis en fait, je vais rien en tirer parce que je sais pas, il faut que je replace des choses dans un contexte. Est-ce que c'est un contexte de temps, de device, de type d'utilisateur, de pays, etc. Et ben c'est pareil sur la recherche utilisateur en fait. Il faut se poser des questions qui elles ont un rapport avec qu'est-ce qu'on essaie de faire avec ce produit, quel problème on veut résoudre, qui sont les utilisateurs et c'est en fait il y a que comme ça qu'on peut espérer sortir des actions actionnables derrière. D'accord. Est-ce que tu penses que parmi toutes les erreurs, cette catégorie est la plus importante d'après toi? Je sais pas si c'est la plus importante, mais c'est la plus importante chez les débutants, en fait. Les personnes qui
qui se mettent à la recherche utilisateur et qui n'en ont jamais vraiment fait. En fait, souvent ce qui se passe, c'est qu'ils se sont vite fait renseigner et puis ils se disent: «Ah en fait ça a l'air trop bien, il faut que je fasse des tests utilisateurs et ça va me donner plein de réponses sur mon produit». Et en fait, faire un test utilisateur, c'est quand même quelque chose qui se cadre un minimum. Est-ce que tu fais ton test utilisateur sur une page, sur un parcours, sur ton produit en général, même si c'est pas conseillé si ton produit est complexe? Est-ce que tu le fais avec n'importe qui, avec des gens qui ont déjà utilisé le produit, avec des gens qui ont jamais utilisé le produit? Et en fait, toutes ces questions-là qui sont subsidiaires à la mise en place de la recherche, ben, quand on commence, on se pose pas forcément ces questions. Et donc forcément, on se dit, allez, vas-y, je me lance. Et derrière, on est déçu parce qu'on n'obtient pas de retour, parce que tout ce qu'on a entendu est trop général ou trop vague. Et en fait, c'est dû à ça. En fait, c'est parce qu'on n'a pas mis en place les premières briques. D'accord. Sur cette catégorie des mauvaises attentes, est-ce que tu peux nous donner un exemple, s'il te plaît? Complètement. Alors, c'est un exemple qui date un peu, mais quand j'étais encore en agence, j'ai travaillé sur l'application mobile d'un client. C'était une application axée sur la sécurité. Et le client, il avait une idée très très vague de ce qu'il voulait faire, pour qui, pourquoi. Et quand on a lancé le projet, on a lancé une phase de recherche utilisateur, ça faisait partie de la méthode BAM. On commence forcément par de la recherche utilisateur, et du coup, on cadre ces éléments-là, et du coup, je lui pose un tas de questions. Qu'est-ce que tu veux apprendre de utilisateur? Et là, il me dit, tout, n'importe quoi. Ok, et mais du coup, c'est qui tes premiers utilisateurs? Là, tu vas lancer un MVP, tu vas pas attaquer tout le marché, ça va être qui tes early adopters? Bah, je sais pas, ça pourrait être n'importe qui. Et du coup, j'essaie de creuser. Et il me disait, bah, je veux juste savoir ce que les gens ont besoin d'avoir pour se sentir en sécurité. Sauf que c'est, voilà, est-ce que tu peux, je peux pas aller à des interviews et dire, bon, de quoi tu as besoin pour te sentir en sécurité, sans savoir en face, bah, le contexte, à quel moment est-ce qu'ils les utilisaient, est-ce que c'est plutôt en soirée, est-ce que c'est plutôt en journée, est-ce que c'est plutôt en famille, est-ce que c'est plutôt en vacances? Il y a plein de questions comme ça qui se posent. Et du coup, le résultat, c'est qu'on a interviewé des gens un peu au hasard, sur du coup un sujet hyper vaste, et à la fin, on avait un peu réponse à rien. Donc le produit s'est beaucoup créé à tâtons après ça, parce qu'en fait, on savait pas trop qu'est-ce qu'il fallait prioriser, qu'est-ce qu'il fallait faire en fait, tout simplement sur le produit. Et tout ça, c'est aussi parce qu'on a très mal cadré cette phase de recherche utilisateur au début. D'accord. France, est-ce que tu peux nous donner un second exemple sur les mauvaises attentes, s'il te plaît? Yes, aussi sur de la recherche utilisateur en général. Il y a un truc que je vois souvent, c'est maintenant que tu as compris que tu dois poser des questions et que tu dois savoir ce que tu dois apprendre, et ben en fait on y va et on pose la question telle quelle à un participant. Limite on lui demande de prédire l'avenir. Je vais te donner un exemple tout de suite. En ce moment j'aide un client sur une phase de recherche utilisateur, je l'aide à recruter, mais j'ai proposé de relire, parce que c'est quelqu'un qui en fait pas souvent, j'ai proposé de relire son guide d'entretien. Et là, toutes les questions, c'est si je devais faire ce produit, qu'est-ce que tu en penserais? Est-ce que tu l'utiliserais? Si tu l'utilisais pas, pourquoi? Qu'est-ce que je devrais changer pour que tu l'utilises? Le produit n'existe pas du tout, hein, c'est vraiment complètement hypothétique tout ça. Et donc du coup, en fait, plutôt que de poser des questions de contexte de l'utilisateur, quel est aujourd'hui son problème et comment est-ce que moi derrière je vais pouvoir le résoudre, on pose directement une question de solution et on demande aux gens de donner leur avis. Le problème de ça, c'est que un utilisateur, un être humain, c'est très mauvais pour prédire l'avenir. Et de toute façon, si demain je viens te voir Laurent et je te dis viens, regarde, j'ai fait ce produit, qu'est-ce que t'en penses? Même si on se connaît très bien, tu vas pas me dire tout de suite de but en blanc j'ai rien compris, ça sert à rien. Tu vas me dire ah peut-être, pourquoi pas, oui je pourrais en voir l'utilité à tel moment ou à tel autre moment. Et en fait c'est une part à la fois de politesse et une part aussi de ben tu te projettes dans le truc et tu arrives à t'auto-convaincre que potentiellement tu vas utiliser le produit. Mais ça n'a aucun rapport, ce n'est pas ancré dans du concret. Et donc du coup, en fait, ça se trouve le jour où tu auras vraiment l'opportunité de l'utiliser, tu ne l'utiliseras pas parce que sur le moment, c'était pas le bon outil pour toi. Et normalement, enfin, la meilleure façon d'éviter ce genre de biais et d'avoir des réponses qui sont plus fiables, c'est plutôt de se tourner vers le passé, de demander jusqu'à présent comment tu faisais pour résoudre ce problème, quelle autre alternative tu connais, quand tu fais un choix d'outil, la dernière fois que tu as choisi un outil, pourquoi c'était, qu'est-ce qui t'a fait choisir cet outil-là, et en fait, ça te force à te replacer dans un contexte réel, et derrière, nous, ce qu'on en tire en recherche utilisateur, on interprète, on se dit, ok, en fait, les besoins de Laurent, c'était d'être rassuré sur les coûts, sur la fiabilité, sur la performance, etc. Et c'est des choses qu'on peut réutiliser derrière sur le produit. D'accord, je comprends mieux, oui, effectivement. Tout à l'heure, tu parlais des méthodes.
Est-ce que tu peux nous donner un nouvel exemple sur les mauvaises attentes par rapport aux méthodes, s'il te plaît? Oui, complètement. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que, il y a plein de méthodes en recherche utilisateur et il y en a pas une qui se suffit en elle-même et elles ont toutes leurs avantages, leurs défauts et leurs biais. Sauf que, et c'est surtout vrai chez les gens qui commencent en recherche utilisateur, il y a je vois des personnes qui pensent qu'ils peuvent prendre une méthode et l'appliquer tout le temps, partout, pour n'importe quel type de sujet qu'ils veulent, sur lequel ils veulent apprendre, en se disant ça va pas impacter les feedbacks, les apprentissages qu'ils en dégagent. Et je vais te donner un exemple plus concret. Une fois, j'ai aidé un client à mettre en place une étude et à la base, lui, il me disait, «Moi, je vais tester l'onboarding de mon application et je vais faire une étude en non modéré», c'est-à-dire, un truc où je demande aux utilisateurs de s'enregistrer en train de faire l'onboarding et de le commenter à voix haute et moi, je vais récupérer les enregistrements et je vais analyser ça. Je dis: «OK, très bien». Sauf qu'après, il me dit, je veux 200 enregistrements comme ça, et puis je vais aussi ajouter un questionnaire, et puis je vais aussi ajouter, en plus de la première partie d'enregistrement, un prototype qui va enregistrer les taux de clics et d'erreurs. Et moi, je fais, attends, mais 200 enregistrements, comment tu vas faire pour tout analyser? Ça fait beaucoup à regarder, quoi. Et Ah oui, c'est fou, c'est énorme, quoi. c'est énorme, et en plus, il faut tout croiser derrière avec ce qu'il veut faire dans le prototype, dans le questionnaire, etc. C'est chronophage et je suis même pas sûre qu'il y arriverait. Et du coup, je discute un peu plus, j'essaie de comprendre pourquoi est-ce qu'il veut faire ça. Et en fait, j'ai compris qu'il voulait être dans la tête de ses utilisateurs. Donc, ce qu'il entendait par ça, c'est qu'il voulait savoir ce qu'ils pensent, pourquoi ils font certaines choses, pourquoi ils cliquent là et pas là. Et là, je fais, mais en fait, si c'est ça que tu veux faire, t'as pas besoin d'en ajouter des couches sur ton eau modérée pour éviter de rater une information importante. Ce que tu veux faire, c'est plutôt du quali, c'est-à-dire tu rencontres les gens, tu leur parles, tu leur fais le process avec eux, et puis quand il faut quelque chose qui t'interroge, tu leur poses la question pourquoi t'as fait ça, etc. Et donc du coup, je l'ai convaincu de repasser en qualitatif, modéré, c'est-à-dire dans un format où il rencontre les personnes sur un créneau dédié, avec beaucoup moins de personnes, 20 personnes, et il l'a fait. Et en plus de ça, pour montrer à quel point c'était pertinent qu'il change en fait de méthode, au milieu de l'étude, il a quand même essayé de faire un eau modéré. Il a pris une personne, il lui a dit, est-ce que tu veux pas toi tester de faire l'enregistrement tout seul? Et après, quand il a récupéré l'enregistrement, il m'a dit, mais en fait, c'était beaucoup moins riche parce que justement, il avait pas le moyen d'aller creuser le pourquoi, du comment les gens faisaient les choses. D'accord, ok. Puis ça devait être énorme, quoi. Trouver 200 utilisateurs ou 200 utilisateurs potentiels, ça devait être vraiment très compliqué. Oui, oui, moi, pense pas que ce soit, enfin, je ne le conseillerais à personne, à moins d'avoir vraiment une force de frappe, une team hyper grosse de recherche utilisateur et un truc tellement bien processé. Mais voilà, des fois, il faut pas non plus en faire trop. Et du Kali, dans son cas, ça marchait très bien et ça faisait exactement ce qu'il voulait. D'accord, France. Tu parlais des méthodes, mais alors du coup, comment on fait pour sélectionner telle ou telle autre méthode, s'il te plaît? Design Plus. Parler des méthodes, ça pourrait prendre un épisode entier. Je te disais tout à l'heure, il y en a beaucoup, elles ont toutes leurs qualités, leurs défauts. Il faudrait vraiment analyser chaque méthode. Mais dans les grandes lignes, toutes les méthodes se placent sur 2 axes, un axe quali-quanti et un axe attitude-comportement. Donc le quanti, en fait, c'est le fait de regarder avec un volume de données plus large et essayer d'en faire ressortir des patterns, et ça nous permet de comprendre qu'est-ce qui se passe, quels sont les problèmes, quels sont les éléments qui arrivent souvent, moins souvent, etc. Donc ce qu'on appelle le quoi. Et le quali, en fait, on va être sur un volume de données moins important, enfin en tout cas un volume de personnes moins importante, mais par contre on va avec chaque personne creuser tout ce qu'elles font, tout ce qu'elles pensent. Et la raison pour laquelle on fait ça, c'est qu'on essaie de comprendre le pourquoi. Donc du coup, on va moins essayer de faire ressortir des patterns, mais une fois qu'on sait quels sont les patterns, et on peut utiliser le quali pour essayer de comprendre pourquoi ces patterns-là ont lieu. Est-ce que c'est pas bien fait? Par exemple, si on a un haut taux de drop, est-ce que c'est parce que c'est mal fait et donc du coup les gens partent, ou est-ce que c'est parce que l'information est tellement claire que les gens partent immédiatement parce qu'ils ont leur info? Ce genre de choses. Et de l'autre côté, l'autre axe, c'est l'attitude comportement. Donc l'attitude, c'est ce que les gens disent, et le comportement, c'est ce que les gens font. Donc est-ce qu'on va avoir besoin de comprendre, de poser des questions à des gens pour qu'ils nous répondent? Et ça, c'est souvent vrai quand on essaie de déceler plus des façons de penser, des schémas mentaux, j'ai fait ce choix parce que sur le moment, je me suis dit que, j'ai pensé, j'ai éprouvé, et c'est aussi souvent axé sur le sentiment. Le comportement, donc ce que les gens font, ça va être beaucoup plus observationnel. On va regarder quelqu'un,
faire et essayer de voir est-ce que moi, alors que je m'attendais à ce qu'il tourne à gauche, finalement il est tourné à droite. Ce genre de choses. Et en fait, tu vois, si je donne un exemple, dans chaque cadran, tu vas avoir des choses. Par exemple, en quanti comportemental, tu vas avoir tout ce qui est heatmap de clics, par exemple, sur du Hotjar, sur les 200 personnes qui ont visité ton site récemment, et ben il y en a 50% qui ont cliqué sur ce bouton, et peut-être que c'est pas ce que tu attendais. Alors que le quali comportemental, ça va être plus sur un test utilisateur. Tu lui fais parcourir, tu lui dis essaie de mettre un produit dans ton panier, et ben tu essaies de voir comment est-ce qu'ils le font, et tu te rends compte que en fait toi tu avais prévu un parcours en 3 clics et personne ne le voit, et tout le monde fait le parcours en 10 clics, et c'est hyper chiant quoi. Voilà. D'accord, France, c'est vraiment très intéressant. Donc là, nous venons de passer en revue la première catégorie. Et quelle est la seconde catégorie que tu avais sélectionnée ? Oui, alors j'avais dit que la deuxième catégorie pour moi, c'est les mythes qui ont la peau dure. Et il y en a quelques-uns en recherche utilisateur, malheureusement. Et j'aimerais bien parler surtout du plus connu, parce que c'est vraiment celui que je vois revenir à toutes les sauces, c'est celui de la Five Persons Rule, donc le fait de dire que si tu veux faire de la recherche utilisateur, ben tu fais des tests utilisateurs et tu les fais avec 5 personnes et c'est bon, et tu auras tes retours, t'auras de quoi avancer. Ah oui, vraiment très très connu, effectivement. Ouais, je pense que tout le monde le connaît, et tout le monde l'a déjà ressorti à un moment ou un autre de sa carrière, et en soi c'est normal, hein, c'est pas un chiffre qui sort de nulle part, mais c'est devenu aussi un chiffre qui est magique, alors qu'en fait il est plus compliqué, et il y a vraiment une réalité mathématique qui se cache derrière, et que on oublie, ou on néglige, ou on ne connaît pas. Et donc du coup forcément ça induit les gens en erreur, parce qu'ils se disent ah les gens fait 5 et c'est fini, et en fait non, il faut aussi revenir à la source. Donc si on revient à la source, à la base, ce chiffre il sort de NN Group, qui est une entreprise de conseil américaine, qui est pionnière en recherche utilisateur, hein, ils ont fait des trucs vraiment de malade. Et en 2000, ils ont sorti un article qui disait il n'y a pas besoin de tester avec plus que 5 utilisateurs, parce que 5 utilisateurs vous permettent de déceler 85% des problèmes de votre interface. Oui, France, tu as raison. Cet article est mondialement connu. Il a été repris par de nombreux sites, de nombreux auteurs également. Je vous mettrai le lien dans la description de cet épisode pour que vous alliez lire en profondeur cet article. Ouais, je pense il est très partagé, il a été très partagé, il est cité partout. Et donc, bien sûr, tout le monde a retenu le titre, sans forcément lire le contenu de l'article. Et en plus, l'article, il a été critiqué par la suite, mais sans aller jusqu'à la critique, si on reprend l'article d'origine, eux-mêmes le disent. En fait, leur principe de base, c'est pas de dire tu fais 5, ça finit. Ils disent, en fait, il y a un truc qui est simple, qui est, on va dire, même pas mathématique, mais juste intuitif. Plus tu testes avec des personnes une interface, plus naturellement les retours qui remontent vont se répéter. Donc au bout d'un moment, tu auras fait le tour des problèmes de l'interface, parce que tous les retours seront des redites de retours d'autres personnes. Donc on n'apprend plus rien de nouveau. Sauf que eux, ils ont une formule un peu savante qui te dit au bout d'un moment, avec 5 utilisateurs, tu trouves en théorie 85% des problèmes d'interface, et avec 6, tu trouves que quelques pourcents de plus. Tu es peut-être à 89 ou 90%. Donc, tu passes autant de temps avec ce 6e utilisateur qu'avec tes 5 premiers, mais pour un nombre de nouveaux retours qui est seulement 5% supplémentaire, donc c'est pas hyper rentable. Donc c'est un peu ça ce qu'ils disent, et ce qu'ils disent c'est pas qu'on dit qu'il faut jamais faire plus de 5 utilisateurs, c'est que en fait si on veut être hyper si on veut optimiser un peu le truc, le mieux ce serait de faire 5 tests utilisateurs, de corriger les premiers retours, les 85% de retours qu'on voit, et puis de refaire 5 utilisateurs, parce que du coup, les premiers retours ont été corrigés, donc les nouveaux retours qu'on a, c'est forcément des nouveaux retours. Donc c'est soit des retours qui viennent du fait qu'on a corrigé mais mal corrigé, ou des choses qui n'étaient pas parues avant, parce que c'était peut-être moins importante que ce qui était déjà paru avant. Et du coup, ils le disent très clairement dans leur article, hein. Plutôt que de faire 15 tests d'un coup pour vraiment faire le tour de tout le produit, autant faire 3 sessions de 5 tests, parce que en fait on va corriger au fur et à mesure les problèmes, et on va apporter de la valeur au fur et à mesure, et on va pouvoir aussi corriger une partie, découvrir de nouveau, notamment découvrir des nouvelles choses qui ont été intégrées parce qu'on a corrigé des choses. Ah oui, France, tu as effectivement raison de le souligner.
C'est beaucoup plus précis comme ça, effectivement. Oui. Et après, ils disent aussi de faire attention que quand ils parlent de 5 tests, ils parlent de 5 tests auprès de personnes aux profils comportementaux similaires. C'est-à-dire que si tu fais un test avec des nouveaux utilisateurs, ben, tu vas chercher 5 nouveaux utilisateurs. Tu vas pas... Enfin, voilà, c'est pas 5 personnes au hasard, c'est 5 profils similaires. Et moi, je vois assez souvent des requêtes sur Tandems où on a des clients qui me disent bah, je veux faire 5 utilisateurs, j'en veux un de France, un de Belgique, un qui est vieux, un qui est jeune, un qui a un Android, un qui est sur tablette. Et en fait, du coup, c'est pas du tout la recommandation parce qu'en fait, chaque profil est trop différent et ne va pas du tout être. Enfin, en fait, on va pas être dans cette notion de. C'est les 5 utilisateurs qui vont vous permettre de répéter en fait les retours qui sortent. Parce qu'en fait, chaque utilisateur, ils sont des profils tellement différents que ça se trouve, tu aurais fait 5 tests utilisateurs avec chaque type de profil et tu aurais quand même eu des retours très différents. Et en fait, on a beaucoup plus de chances de passer à côté de choses en fait, si on fait ça. D'accord. Donc, ça veut dire que ensuite tu reviens vers ces clients ou ces prospects pour leur réexpliquer la méthode, comment que tu procèdes. Alors en fait moi c'est surtout quand on me pose la question avec combien de personnes je dois faire ma recherche utilisateur. Avant tout j'essaie de comprendre quelle recherche utilisateur ils veulent faire. Est-ce que par rapport à ce qu'ils veulent apprendre, est-ce qu'ils ont choisi la bonne méthode? Parce qu'effectivement, il y a aussi souvent ce biais de, ben, du coup, avec cet article, il y a aussi beaucoup de gens qui se sont dit, ben, les tests utilisateurs, ça fait tout, j'ai besoin de faire que ça, etc. CF aussi, ce qu'on s'est dit juste avant. Donc déjà, c'est de comprendre est-ce que c'est la bonne méthode qu'ils veulent appliquer, et si oui, en fonction de ce qu'ils me disent, j'essaie d'adapter. C'est-à-dire que si ils font vraiment un test utilisateur, un test d'interface, je leur dis ok, effectivement 5 tests utilisateurs avec 5 personnes qui sont à peu près dans le même type de profil. Normalement, ça devrait te permettre déjà de pas mal avancer. Tu trouveras pas tout, mais tu avanceras pas mal. Mais si tu veux faire des interviews, si tu veux comprendre en profondeur un comportement, ben en fait, ça va pas suffire, donc vise plus haut. Normalement, l'idéal, évidemment, ce serait de faire cet utilisateur jusqu'à ne plus avoir de retour nouveau. C'est exactement ce qu'il dit, c'est qu'au bout d'un moment, tu fais le tour. Si tu n'apprends plus rien de ta recherche utilisateur, c'est que normalement, tu peux considérer que tu as fini ta recherche utilisateur. Bon, ce problème de ça, c'est que dans certains cas, ça va demander d'atteindre 20, 30 utilisateurs et que tout le monde n'a pas ce temps, tout le monde n'a pas ce budget. Dans ce cas-là, ben, tabler sur peut-être 5, voir ce que t'en apprends. Est-ce que ça commence déjà à se répéter? Si tu sens que ça se répète pas du tout et que tu es toujours en train d'apprendre plein de choses, ben continuez en fait. À ton avis, France, est-ce que cet article a porté préjudice à la recherche utilisateur après sa sortie? Je sais pas si je peux vraiment répondre à cette question parce que je pense que comme l'article est sorti en 2000 et que moi en 2000 j'étais pas du tout encore dans le milieu de la recherche utilisateur, je saurais pas trop dire. Je pense que quand même il faut pas enlever à NN Group un peu ce qu'ils ont réussi à faire, c'est de vachement travailler la démocratisation de la recherche utilisateur. Et je pense que cet article et les recherches, enfin les recommandations que eux ils donnent ont vraiment contribué au fait que les gens désacralisent un peu la recherche utilisateur, qu'ils se disent pas pour faire une étude de recherche utilisateur il faut la rigueur académique de faire tellement de volume, tellement de méthodes, etc. pour tout croiser, tout machin. Et du coup, c'est un temps qu'aucune entreprise ne peut se permettre, ni investir ni le temps ni l'argent pour faire ça. Je pense que ça a vachement quand même aidé à un peu rendre ça moins, faire moins peur en fait, à faire en sorte que la recherche utilisateur fasse moins peur. Pour autant, le problème, c'est plus que les gens sont un peu emparés d'un titre accrocheur et qu'ils ne sont pas allés chercher à comprendre plus en profondeur ce qui se cache derrière. D'accord, ok. D'après toi, cette méthode des 5 utilisateurs, entre guillemets, est-ce qu'elle s'applique à un certain type de recherche ou de produit? Oui, alors elle s'applique vraiment à de la recherche d'interface, hein. D'ailleurs, ils le disent, hein, tous leurs calculs, c'est un nombre de problèmes d'interface qui sont remontés. C'est pour ça aussi que je disais, en cas d'interview, c'est pas forcément pertinent parce qu'en fait, tu ne comment dire, tu n'as pas un nombre fini de problèmes dans la vie des gens, alors que sur une interface, oui, tu pourrais dire, au bout d'un moment, tu fais le tour de ton interface. Donc ça, c'est le principal truc. Et d'ailleurs, mathématiquement, quand ils disent 5 utilisateurs, ils ont aussi fait des approximations
on va dire, mathématiques, déjà, on parle de pourquoi 5 en fait, tout simplement si je veux revenir à l'origine du truc, eux, ils partent de l'hypothèse que, un utilisateur trouve 31% des problèmes d'interface. C'est un peu une hypothèse qu'ils ont placée comme ça et leur formule qu'ils ont créée, elle fait changer ce chiffre en fonction de si, en fait, un utilisateur trouve plutôt 20% ou plutôt 60%. Ça dépend du niveau, du niveau de tech savviness, d'aisance au digital des participants, enfin des personnes. Donc potentiellement, si tu fais tester ton interface à des développeurs, parce que ton produit c'est pour des développeurs, peut-être qu'ils trouvent 60% des problèmes, alors que si tu le fais tester à des personnes retraitées, peut-être qu'ils en trouvent plutôt que 20%. Et ça va changer en fait. D'ailleurs, si on passe de 20% à 20% le 31% de problèmes détectés par un utilisateur, en fait, au lieu d'être à 5 utilisateurs pour trouver 85% des problèmes, on est plutôt à 9. Donc voilà, ça passe un peu du qui tout double. Ah oui, effectivement. Donc il y a ça à prendre en compte. Et puis aussi, on parle de trouver des problèmes, donc c'est vraiment concrètement d'un point de vue utilisabilité. Est-ce que j'arrive à cliquer? Est-ce que j'arrive à comprendre, etc. On parle pas du tout d'un point de vue ressenti, émotionnel, expérience en fait. Et en fait, en plus, on parle de problèmes communs. On parle pas du tout des problèmes tout court, ni même des problèmes les plus graves. Et d'ailleurs, il y a une autre étude que j'ai trouvée hyper intéressante où ils ont regardé plusieurs études de tests d'interface. À chaque fois, ils avaient entre 30 et 50 participants et ils se sont dit, OK, si jamais on s'était arrêté aux 5 premiers testeurs, qu'est-ce qu'on aurait vu, qu'est-ce qu'on aurait raté? Et ce qu'ils ont vu, c'est qu'en moyenne, les 5 premiers testeurs remontaient effectivement entre 80 et 90% des problèmes les plus communs, donc étant définis comme étant rencontrés par plus d'un tiers des participants. Par contre, seuls 40% de l'ensemble des problèmes avaient vraiment été découverts. D'accord. Voilà, donc c'est quand même une grosse différence en fait. Et donc, d'après toi, il ne faut pas s'arrêter simplement aux 5 utilisateurs. Il faut aller plus loin. C'est ça? Donc non, en fait, je dis pas qu'il faut jamais utiliser que 5 utilisateurs, mais ce que je dis, c'est qu'il faut, quand on fait ce choix, on le fait en connaissance de cause. D'ailleurs, NN Group eux-mêmes, ils le disent, ils ont aussi une grosse notion de optimisation du temps passé à faire de la recherche versus, ce qu'ils apprennent de nouveau dans cette recherche. Évidemment que s'ils avaient, tout le temps du monde et tout l'argent du monde, s'il fallait faire 2 ans pour faire sa recherche utilisateur avec 200 personnes pour vraiment tout, faire le tour de absolument tout, ils le feraient. Mais bon, voilà, on est dans un contexte aussi dans une entreprise. Comment est-ce qu'on fait pour maximiser le retour sans trop dépasser sur son budget, etc. Donc, c'est ça qu'il faut prendre en compte, en fait. Tout est une question d'arbitrage. Est-ce que je peux me permettre de faire avec 5 utilisateurs, savoir que je vais rater une partie de retour, mais savoir aussi que je vais en avoir suffisamment pour avancer? Ou est-ce que je suis dans une phase où j'ai besoin de creuser en profondeur et je peux pas vraiment me permettre de passer à la suite sans avoir testé jusqu'au bout, en fait. Et quand je dis tester, je parle aussi de comprendre d'un point de vue de est-ce que en fait je fais qu'une méthode de recherche, est-ce que j'en couple 2, 3 interviews, quanti, non modéré, voilà. C'est aussi tout ça en fait qu'il faut prendre en compte dans son cycle d'itération et comprendre que, en fait, il y a pas encore une fois, pas de méthode parfaite et accepter que, faire un choix de faire avec moins d'utilisateurs, c'est sûrement passer à côté de certains problèmes, mais c'est peut-être pas très grave au moment, où on fait ce choix parce que, on a quand même besoin d'avancer. D'accord, ok, France. Donc là, nous avons vu la première et la seconde catégorie. Quelle est la troisième catégorie que tu voulais partager avec nous? En troisième catégorie, je voulais parler des raccourcis qui coûtent cher. En fait, cette catégorie raccourcis, tous les exemples que j'ai mis avant, cités plus haut, c'est un peu ça aussi, hein. C'est des conclusions hâtives qu'on fait parce que l'information qu'on a eue, elle est partielle ou superficielle et que en fait, si on avait creusé un peu, on se rendrait compte que la réalité est beaucoup plus complexe. Et puis aussi, après, il y a aussi d'autres raccourcis qui sont, eux, faits plus par ignorance ou par «flemme» entre guillemets, parce qu'on se dit que c'est pas très grave, ça marchera à peu près et si on le faisait bien, ce serait trop cher ou trop long. Oui, c'est bien connu. Je pense qu'on est tous passés par là, par manque de temps, par manque de moyens financiers ou des fois un peu feignant pour aller jusqu'au bout de la recherche. Est-ce que tu peux nous donner, s'il te plaît, un exemple? Je dirais que typiquement, il y a beaucoup de raccourcis qui se font dans le recrutement de participants. Après, j'ai peut-être aussi mon biais de mon métier, du produit que je crée qui fait ça en fait. Mais en tout cas, le raccourci le plus commun, c'est d'avoir la volonté de faire la recherche utilisateur, mais d'aller le faire avec les mauvaises personnes. Et souvent,
en allant à la facilité, c'est-à-dire en faisant tester à sa famille, à ses amis, à ses collègues, sauf que en fait, c'est très vite très biaisant. Moi, je vais donner un exemple, et c'est un exemple d'une erreur que moi j'ai faite, hein, mais j'étais à mes tout débuts de carrière. Je testais une application pour femmes enceintes et je le faisais auprès de jeunes femmes qui avaient la vingtaine et qui ont jamais eu d'enfants et qui comptaient pas en avoir de sitôt. Mais en fait, parce que je voyais pas comment atteindre des femmes enceintes, j'en avais aucune dans mon milieu. Voilà, donc c'était un test qui avait, je pense, assez peu de valeur d'un point de vue de la compréhension de la cible. Et je suis sûrement passée à côté d'un tas de choses. Après, j'ai pu avancer sur des éléments d'utilisabilité de base, mais c'était pas vraiment ce que je voulais faire non plus. Voilà, donc c'est pas qu'il faut jamais tester avec des personnes en dehors de la cible, mais c'est que si on veut vraiment avoir des réponses hyper pertinentes, eh ben, il vaut mieux la définir bien et trouver des personnes qui correspondent. Ouais, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est en fait, ça va dépendre du moment, du client, du besoin, du produit à un moment X qu'on a besoin de faire de la recherche. C'est ça, mais tout en restant hyper. C'est ça qui est important en fait. Il faut rester très clairvoyant sur le côté. J'ai fait ce choix, donc les conséquences sont potentiellement celles-là, mais c'est un risque que je suis ok de prendre. Versus se dire j'ai fait de la recherche utilisateur, j'ai testé avec 5 utilisateurs, c'était mon voisin, mon frère et 2 collègues sur un coin de table, et ben du coup j'ai toutes les réponses. Parce qu'en fait c'est beaucoup en fait cette clairvoyance là qui je trouve ce changement de mindset en fait qui va avoir beaucoup d'impact. Parce que dans un cas, on va faire des choix, mais on va toujours garder en tête que c'est peut-être des choix qu'on fait sur le moment, qu'il faudra qu'on change, qu'il faudra qu'on fasse évoluer au fur et à mesure des retours qu'on a. Et dans l'autre cas, on va être en se disant, on va faire des choix et c'est les bons choix. Et ah bah non, j'avais fait tester, pourtant on m'avait pas dit ça, alors qu'en fait, on n'avait pas testé avec les bonnes personnes. Ok. France, j'aimerais bien que tu partages avec nous quels sont les points auxquels on doit faire attention pour définir une bonne cible, s'il te plaît. Je dirais que le premier point, c'est qu'il faut dresser un profil comportemental d'une personne, c'est-à-dire qu'est-ce que j'attends qu'elle fasse, qu'est-ce que j'aimerais que ses habitudes soient, et c'est ça qui va me permettre de trouver la bonne personne. Par exemple, si tu fais un test de jeu vidéo, en fait, il y a plein de types de joueurs. Est-ce que c'est un joueur plutôt qui joue à des jeux casuels? Est-ce que c'est un jeu qui joue souvent, qui joue occasionnellement, qui joue sur smartphone, qui joue sur ordi? Tout ça, c'est du comportement en fait, des habitudes, et c'est surtout ça qui est important. Et en fait, je dis ça parce que je vois beaucoup de gens qui, eux, sont plutôt, s'épanchent sur le côté démographique. Ah oui, il faut qu'il ait entre tel âge et qu'il ait tant de revenus et cetera. Alors qu'en fait, les informations démographiques, c'est souvent les moins importantes quand il s'agit de dresser un profil, du bon participant, parce que c'est pas la démographie qui va derrière nous dire si cette personne elle est plutôt du genre à dépenser beaucoup ou pas dépenser beaucoup, ou aimer faire du vélo et de la rando, ou juste faire du vélo, voilà. Et alors que ça peut vraiment changer en fait comment derrière ils vont répondre à vos questions, ou comment ils vont aborder une nouvelle application, un nouveau produit, un nouveau service. D'accord, ok. Mais alors comment on fait pour définir un bon profil? D'ailleurs, ça fait peut-être partie du business de Tandems. Alors oui, nous on aide on cherche à faire en sorte que nos clients ils fassent ça bien, on leur donne les outils pour le faire. Après, c'est quand même à eux de bien définir cette cible, parce qu'on peut pas inventer ça à leur place. Il y a que eux qui peuvent nous dire pour mon produit, pour cette étude, ce que j'ai besoin de savoir, c'est ça, et du coup les bonnes personnes qui vont répondre à ça, c'est ces personnes-là. Mais de manière générale, ça passe par savoir qu'est-ce qu'on teste, qu'est-ce qu'on veut apprendre, et c'est ça qui va induire derrière avec qui on va le tester. Par exemple, sur une même application, si je prends Airbnb, en fonction de qu'est-ce qui m'intéresse aujourd'hui pour faire évoluer Airbnb, je vais vouloir parler plutôt à des gens qui ont déjà utilisé Airbnb récemment, parce que j'ai envie de savoir creuser leur expérience récente, et je vais peut-être vouloir qu'en fait ils soient d'Europe et qu'ils aient visité, je sais pas, les États-Unis, parce qu'en fait il y a tout un sujet peut-être de législation qui se met en place, et que j'ai besoin de vérifier que ça va être clair et qu'ils savent comment ça va marcher. Ou au contraire, je vais plutôt essayer de découvrir comment est-ce qu'une personne qui voyage peu aborde Airbnb, et tu vois, c'est pas du tout le même type de personne, et du coup les comportements
les comportements que je vais cibler, ça va être un usage plus ou moins récent, un usage plus ou moins fréquent, une connaissance plus ou moins forte d'un certain sujet, ou voire même tout simplement l'usage ou non de la compétition, d'une solution alternative, ou même un avis en fait porté sur un sujet. D'accord, c'est beaucoup plus clair. Euh, donc la France, nous arrivons au terme de cette interview et j'aimerais que tu donnes à nos auditrices et auditeurs les conseils pour éviter ces pièges dont tu parlais précédemment, s'il te plaît. Alors c'est hyper dur, hein. Moi je vais commencer par dire, tous les pièges que j'ai mentionnés, j'y suis déjà tombée au moins une fois moi-même et je continue régulièrement de me faire avoir. C'est parce que en fait la recherche utilisateur, c'est une discipline où beaucoup de choses se jouent dans le détail. C'est ça qui rend la discipline complexe, parfois difficile à mettre en œuvre, surtout dans nos environnements agiles actuels où on n'a jamais trop de temps, jamais trop d'argent et en même temps on a très envie d'avoir la connaissance de l'utilisateur. C'est ça qui pousse aussi les gens au raccourci et c'est normal et c'est naturel en fait. Et je dirais que du coup, bon, bah, y a la solution évidente, c'est de se renseigner, mais bon, voilà, se renseigner, ça prend du temps. C'est pas forcément, enfin, c'est un peu une solution facile à dire. Bah, t'as qu'à aller t'éduquer. Voilà, c'est pas un très bon conseil, on va dire. Et je pense que le plus important finalement dans tout ça, c'est le mindset. Pour faire de la recherche utilisateur correctement, en fait, le mindset à avoir, c'est qu'il faut être à l'écoute des utilisateurs et être capable de se remettre en question constamment et rester neutre vis-à-vis de son produit. Donc c'est 3 capacités qui sont évidemment plus faciles à dire, qu'à faire, mais c'est important de garder ça en tête. Mettre de côté le produit, le business, dire là, au-delà de mes expériences propres, de mes convictions personnelles, il faut que je me mette à la place des utilisateurs, que je comprenne leurs problèmes, que je comprenne leurs besoins intrinsèques et que j'essaie même pas d'interpréter. Déjà commencer par ça, faire juste récupérer ces informations de manière un peu brute et ensuite les travailler, les analyser, tout en restant encore une fois essayer de limiter un maximum ces interprétations qui sont liées plus à des biais et moins à de l'analyse, on va dire, un peu plus scientifique du résultat. Et en fait, c'est ça le résultat de la recherche utilisateur. C'est pas une solution en fait. Il faut pas s'attendre que la recherche utilisateur donne une solution. C'est pas une idée, c'est pas une feature de boîte. Ça, c'est le travail qui vient après en fait. C'est le travail de ceux qui prennent les résultats de la recherche et qui l'interprètent. Et je pense qu'une fois qu'on a compris ça, même si on tombe dans un piège, c'est moins grave parce qu'en fait, on a derrière le recul pour le voir, éviter de tomber dedans à l'avenir et aussi mettre les bons warnings au bon endroit et dire à ce moment-là, euh, j'ai utilisé cette méthode-là pour X ou X raison. Il y a, attention, un biais, un raccourci qui peut être fait et qui du coup peut fausser un peu nos résultats. Donc prenons ça en compte. Si on est OK pour prendre le risque, on continue. Et si on n'est pas OK pour prendre le risque, on relance une phase de recherche juste pour creuser cette partie-là. Ah, merci, c'est un super conseil et je pense que ça aidera beaucoup nos auditeurs. Et, avant de nous séparer, j'aimerais te poser 2 questions. La première, c'est qu'est-ce qui te différencie, France, d'un autre ou d'une autre designer, s'il te plaît? Tu vas m'en vouloir, je vais dire un truc un peu cliché. Non, non, pas du tout. Je pense que tous les designers sont uniques en fait. Et en fait, c'est parce qu'on a de la chance d'être encore sur un métier qui a pas de voie royale, il y a pas de les designers, ils viennent de tous les backgrounds, de toutes les formations, toutes les expériences, et du coup, en recherche utilisateur, c'est pareil. Et du coup, c'est une chance parce que ça veut dire que chaque personne qu'on va rencontrer, qu'elle soit issue du design, de la recherche ou du produit, bah, va pouvoir nous apprendre des nouvelles choses. Ça va être sur de l'UI, de l'UX, de la recherche, de l'UX writing, du business, de la psychologie. En fait, on a vraiment un tas de choses à apprendre des uns des autres et je pense que c'est ça qui fait aussi que la richesse de notre discipline. Ah, oui, je suis vraiment assez d'accord avec toi. La deuxième question, c'est comment vois-tu ton métier dans 10 ans, s'il te plaît? Alors ça dépend si tu parles du métier de designer ou d'entrepreneur, mais on va partir sur celui de designer. Moi, ce que je vois comme tendance actuelle, c'est quand même une tendance à la spécialisation. À une époque, on était quand même vachement sur des postes de UX, UI un peu fourre-tout. Et maintenant, on sépare vachement UX design, UX research, UX writing, UI design, design system design, branding design, etc. Et je pense qu'on va continuer dans cette voie-là.
Et au-delà de ça, je pense qu'on va aussi vers un monde où les métiers du design et du produit se rapprochent de plus en plus des utilisateurs, où on va réussir à atteindre une forme de dialogue constant et continu. Moi, je trouve que ça se voit, parce que les outils qui se développent, ben, il y en a beaucoup qui sont là pour accéder rapidement à des retours, et toutes les entreprises, en fait, elles ont un besoin de plus en plus poussé de connaître toujours plus profondément leurs utilisateurs. Donc si ça continue bien comme ça, en fait, finalement, le métier de designer pourra, mieux intégrer toutes les questions, en fait, d'accessibilité et d'inclusivité parce qu'en fait, on va avoir une vision, de tous nos utilisateurs de façon plus holistique au lieu d'aujourd'hui, ce qu'on fait souvent, c'est, il y a beaucoup on va dire d'utilisateurs un peu edge case, qu'on gère dans des projets annexes, les utilisateurs à la marge aujourd'hui, c'est, ouais, les utilisateurs qui sont, non binaires, avec des situations de handicap et cetera et c'est un peu en mode, on verra pour ces gens-là plus tard. Mais quand on aura intégré mieux, cette connaissance profonde de nos utilisateurs, je pense qu'on arrivera aussi plus facilement à les intégrer, les besoins de ces utilisateurs-là, au fur et à mesure des produits et pas uniquement comme ça, un peu à la va-vite ou, en afterthought. Ah, super. D'ailleurs, est-ce que tu penses que l'accessibilité doit être prise en compte lors de tests utilisateurs ou plus dans la recherche utilisateur, s'il te plaît? Je pense que alors la réponse idéale évidemment c'est oui. On est dans un monde qui est de plus en plus, conscient en fait, aussi de la diversité des expériences de chacun et qu'il faut qu'on soit toujours plus inclusif, plus accessible et moi je suis 100 alignée avec cette vision-là. Même si ça apporte son niveau de challenge et cetera, c'est des challenges qui valent la peine qu'on les attaque. Après, je dirais que nous, chez Tandems, par exemple, même s'il y a cette volonté, aujourd'hui, on l'a pas encore fait, c'est tout à fait, déplorable. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, sur les produits qui existent actuellement et Tandems y compris, hein, on n'est pas meilleur élève que n'importe quel autre produit. Il y a encore beaucoup de marge de progression à faire. Je pense qu'il y a plein d'éléments qui sont, pas standardisés, mal standardisés, où les standards sont mal connus et du coup pas appliqués. Et je pense que, ouais, il y a encore beaucoup, beaucoup de travail à faire là-dessus. Je pense pas qu'on soit encore sortis, je pense qu'on est vraiment au tout début, en fait. On est au tout début, on est sur la pente montante, il y a du pushback parce que comme je disais, comme c'est un peu des trucs en plus, on n'a pas il y a beaucoup d'entreprises qui ont pas envie de passer le temps dessus. Nous, par exemple, chez Tandems, moi, en termes d'activité, j'ai fait, vraiment le strict minimum. J'ai fait en sorte que, sur le produit, les couleurs soient accessibles et que, au maximum, sur le site internet, en tout cas, on ait les bonnes hiérarchisations de texte et cetera et encore, je pense que des fois, ça arrive de passer à côté. Donc même en étant conscient du sujet, on n'arrive pas toujours, je pense qu'on manque aussi peut-être des outils ou en tout cas, c'est pas encore systématique, et il y a peut-être aussi, des barrières inconscientes que je saurais même pas, te préciser là tout de suite. Mais ouais, voilà. Je pense qu'on a encore beaucoup de chemin à faire, qu'on n'y est pas du tout, et je connais pas encore d'outils de recherche non plus qui soient hyper accessibles. Voilà. D'accord, France, c'est bien. Merci pour ta réponse. Effectivement, je pense qu'il y a encore des marches de progression vers plus d'accessibilité. En tout cas, merci beaucoup à toi d'être passé dans Design Plus. En tout cas, merci de m'avoir invitée, c'était vraiment un plaisir de préparer cet épisode avec toi, j'ai pris beaucoup de plaisir et j'espère que ce que j'ai dit va résonner avec quelques personnes. Merci beaucoup à France d'avoir partagé ses conseils dans Design Plus. Grâce à cet épisode, vous allez certainement vous poser les bonnes questions pour mieux intégrer l'UX design dans votre entreprise ou auprès de vos clients et éviter ces erreurs les plus communes. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de le partager autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs pour que les designers cessent de faire des erreurs. Je vous invite à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa. Et pour ne pas rater les prochains épisodes inédits, pensez à vous abonner. À bientôt sur Design Plus. Salut!
Design Plus. Design Plus.